Donc je vais essayer en 15 minutes de faire finalement un résumé de ces 2 jours, puisque je vais essayer de parler des actualités thérapeutiques en 2018, et cette année finalement est assez riche, parce que souvent la génétique était un peu mise de côté, et puis ça allait assez vite, et là il y a quand même une bonne partie de génétique, vous allez le voir. Donc je vais quand même commencer par les neuropathies immunitaires, parce qu'il y a quelques articles qui ont quand même retenu mon attention, qui méritent en tout cas d'être discutés. Le premier concerne le Guillain-Barré, et notamment cette étude japonaise sur l'éculizumab. Donc l'éculizumab, pour faire simple, c'est un inhibiteur de la fraction C5 du complément. Et vous savez que depuis plusieurs années, on parle de l'implication du complément dans la physiopathologie du Guillain-Barré. Et il y a eu des modèles murins où l'éculizumab avait été essayé, en tout cas avec une plutôt bonne efficacité sur la neuropathie. Et donc cette équipe japonaise s'y est intéressée sur une étude de phase 2. Alors c'est une étude qui est pleine de biais méthodologiques, je passerai assez vite. Juste pour vous dire que l'éculizumab était donné chez ces patients-là à 900 mg, bon c'était par voie intraveineuse, soit avant, soit pendant la cure d'immunoglobuline, c'était en fait à l'appréciation des prescripteurs, et puis il y avait 4 perfusions qui étaient données. L'étude par les biais méthodologiques, notamment statistiques, il n'y avait pas eu d'étude statistique possible sur le critère principal qui était le pourcentage de patients pouvant marcher seuls pendant 5 mètres à 4 semaines du traitement. Ce n'était pas possible de faire des études statistiques puisque pour pouvoir les faire, il fallait que la borne inférieure de l'intervalle de confiance soit de plus de 50%, ils étaient à 42%, c'est-à-dire en fait une inefficacité. Donc c'est une étude négative, mais il y avait un résultat intéressant, en tout cas qu'ils ont pointé, c'est qu'à 24 semaines, il y avait un gros pourcentage de patients traités par éculizumab qui pouvaient courir, contrairement au groupe placebo. Voilà, c'est une étude de phase 2, plein de biais méthodologiques. La question, alors plutôt bien tolérée, mais c'est un traitement qui est déjà donné dans d'autres pathologies, mais si j'en parle, c'est parce que la question se pose s'il y a un intérêt ou pas pour suivre les investigations sur l'éculizumab. C'est pas certain. Pourquoi ça serait intéressant? En tout cas, si jamais il y avait une étude de phase 3, il faudrait sans doute cibler un peu mieux les patients qui pourraient en bénéficier. Peut-être aussi mieux déterminer le moment où ça serait utile, parce qu'on sait bien que la voie du complément n'est pas activée de la même façon tout au long du Guillain-Barré. Et puis la question se pose notamment par rapport au coût du traitement, et ça rejoint la présentation d'hier sur l'éthique et les thérapies innovantes. Pour donner une idée, c'est 4 500 € les 300 mg. Donc là, si on multiplie sur l'étude, c'est 50 000 € pour un patient. Voilà. Donc c'est juste ouvert et savoir si ça vaut le coup de continuer ou pas. Je vais passer maintenant au polyradiculonévrite inflammatoire des misantes chroniques. Alors on a vu par les présentations de David Etcharam tout à l'heure l'intérêt d'essayer d'avoir d'autres modalités de traitement des PIDC, et la voie sous-cutanée, on en a parlé, peut être une alternative. Il n'y avait pas de grande étude contrôlée contre placebo, et donc l'étude PAT qui a été publiée cette année avait pour but de déterminer l'efficacité des injections sous-cutanées en 2 doses, soit une forte dose 0,4, soit en faible dose, contre placebo. Donc le design de l'étude était celui-là. Il y avait nécessité que les patients soient dépendants des immunoglobulines. Donc il y avait toute une phase de test de dépendance pendant 12 semaines. Une phase de stabilisation, il fallait que les patients soient stabilisés, donc ça prenait 10 à 13 semaines. Puis les patients étaient randomisés en 3 groupes, un groupe forte dose, un groupe faible dose et un groupe placebo. Le critère principal d'évaluation, c'était le pourcentage de patients soit qui rechutaient, soit qui sortaient d'études pour une autre cause. Et puis, donc, il y avait une évaluation statistique entre les différents groupes. Donc, le critère d'évaluation, c'était le score 1,4. Et donc, si on aggravait le score d'un point, on était considéré comme rechuteur. 172 patients ont été randomisés donc, en 3 groupes, vous voyez, équivalents. Et si on regarde les résultats uniquement sur le critère principal, eh bien on voit que dans le groupe placebo, il y avait à peu près 2 tiers de patients qui rechutaient, contre 1 tiers dans le groupe sous-cutané, que ce soit un groupe faible dose ou un groupe forte dose. Donc un peu plus bas, c'est exactement la même représentation avec un diagramme. Et donc on voit une nette amélioration chez les patients traités par sous-cutané contre placebo, encore une fois. La rechute, c'est pareil, c'était supérieur à un point d'1,4. Et puis quand on regarde les critères secondaires, eh bien, on voit une amélioration de tous les critères, le score RODS, le GRIPS test, le score MRC. Donc finalement, la voie sous-cutanée semble être un bon traitement d'entretien, encore une fois contre placebo, avec un traitement plutôt très bien toléré, puisque les effets secondaires étaient surtout des effets locaux, dermatologiques, avec une réduction en plus de ces effets, en général dans les 2 mois. Voilà, donc la voie sous-cutanée, c'est une alternative intéressante. Ce qui reste maintenant probablement, c'est de mieux trouver la place des immunoglobulines sous-cutanées dans la stratégie thérapeutique, et peut-être qu'il serait utile d'avoir une étude au moins de non-infériorité immunoglobuline intraveineuse contre sous-cutanée. Concernant les traitements immunosuppresseurs, donc on a vu hier le lien
physiopathologique entre sclérose en plaques et PIDC. Et donc cette étude sur le fingolimod dont on a parlé largement hier, donc je vais passer très vite, mais qui avait en tout cas sur le plan physiopathologique un intérêt à être étudié. Donc c'était des patients qui avaient une PIDC dépendante des traitements de première intention, immunoglobuline ou corticoïdes. Les patients étaient séparés en deux groupes, un groupe fingolimod contre un groupe placebo. Et donc le critère principal de jugement, c'était le temps avant la rechute. Rechute, c'était toujours la même chose, le score 1,4 supérieur à 1 point d'aggravation. Donc cette étude a été arrêtée pour ce qu'ils appellent une futilité, c'est-à-dire avant la date définitive d'arrêt normalement de l'étude, au bout de 3 ans, parce qu'il y avait à peu près autant de patients rechuteurs dans le groupe placebo que dans le groupe contrôle. Probablement qu'il y a effectivement des biais méthodologiques qui expliquent ces résultats négatifs, et donc je vous renvoie vers Laurent Magy qui a repris un petit peu tout ce qu'on pouvait remettre en cause sur le plan méthodologique. Mais je revenais sur cette étude et notamment sur ce résultat pour dire que malgré le fait que ce soit des patients qui étaient considérés comme vraiment dépendants des traitements, des immunoglobulines, 43% des patients du groupe placebo n'ont pas rechuté à 3 ans. Ce qui effectivement remet en cause notre façon d'évaluer la dépendance, et puis peut-être aussi tout le côté placebo chez nos patients atteints de PIDC. Donc voilà, si je reparlais de ça, c'était surtout pour mettre en évidence ce résultat à nouveau, et toute la nécessité de poursuivre les traitements sur les immunosuppresseurs. On l'a vu, ça va être indispensable d'avoir des traitements plutôt qui guérissent, plutôt que des traitements symptomatiques. Alors le rituximab, on en a parlé. Le rituximab, on le prescrit tous hors AMM dans certaines formes de PIDC. Et donc cette étude de la Pitié-Salpêtrière est intéressante puisqu'elle met en avant l'efficacité. Alors je vais passer vite, mais c'était une étude rétrospective monocentrique sur des patients atteints de PIDC associés à une autre pathologie, qu'elle soit hématologique ou auto-immune. Il y avait 28 patients qui ont été inclus dans cette étude avec des évaluations cliniques. Donc on parlait d'une amélioration si le score MRC augmentait de 5 points, le score ONLS diminuait de 1 point, ou bien si les patients arrivaient petit à petit augmenter l'intervalle entre leurs cures, que ce soit des cures d'immunoglobuline ou des échanges plasmatiques. Et puis il y avait aussi tout un contrôle des paramètres électrophysiologiques. Donc 28 patients inclus. Les patients étaient séparés en deux groupes. Le groupe 1 qui était les patients avec atteinte hématologique, donc soit une maladie maligne, soit un MGUS, il y avait 20 patients. Et le groupe 2 qui était les patients avec une pathologie auto-immune, donc des Gougerot, lupus, polyarthrite rhumatoïde, et puis quand même 3 patients avec des anticorps anti-neurofacine, donc des nodoparanodopathies. Ce qu'on peut voir, ce qui est intéressant, c'est que 75% de ces patients sont répondeurs et en moyenne dans les 6 mois, avec 11 patients qui ont une amélioration clinique uniquement, 3 patients qui ont pu espacer leur cure d'immunoglobuline ou échange plasmatique, et puis 7 patients qui avaient à la fois une amélioration clinique et à la fois avaient pu espacer leur cure. Et donc parmi ces 10 patients qui ont pu espacer les cures, 6 patients ont même pu arrêter complètement le traitement sur rituximab. Voilà. Et puis parmi les patients répondeurs sur le plan clinique, 56 en plus avaient des conductions nerveuses qui étaient améliorées, mais encore une fois, c'est des études rétrospectives, donc on n'avait pas forcément les données pour tous les patients. Et puis ce que vous voyez, c'est que seulement 2 patients ont dû avoir un second cycle de traitement en raison d'une rechute assez tardive finalement, à 12 mois ou 15 mois. Donc juste le protocole d'administration de rituximab, c'était une cure 1 gramme, puis 15 jours plus tard 1 autre gramme pour la majorité des patients. Et puis les gens étaient laissés comme ça, et donc un deuxième cycle s'il y avait une rechute. Donc finalement assez peu de patients, ce qui ouvre des perspectives évidemment intéressantes pour le rituximab dans le traitement des PIDC. Mais ce qu'on disait tout à l'heure, il y a vraiment nécessité de faire des études randomisées, des études de phase 3, et probablement sur des PHRC au moins nationaux. Et donc je pense qu'il faut qu'on essaye d'investir ça le plus vite possible. Et puis la nécessité d'études notamment sur les PIDC idiopathiques, parce que là c'est encore une fois des PIDC très particulières. Et pour 2019, donc petit clin d'œil à Karine, puisqu'on attend avec impatience les résultats de Mycopid, donc l'étude du mycophénolate mofétyl dans les PIDC, qui pourrait être une alternative également assez intéressante pour certaines formes de PIDC. Concernant les neuropathies héréditaires, 2018, qui l'eût cru, est un bon cru. Vous voulez que je vous la repasse, celle-là, parce que j'y ai passé du temps. C'est pas mal, 2018, neuropathie héréditaire. Alors surtout, évidemment, les neuropathies amyloïdes héréditaires. Donc, voilà, la révolution, c'est l'avènement des RNA interférents et puis des oligonucléotides antisens. C'est pas un scoop, évidemment. Mais juste pour ceux qui n'ont pas lu les études, qui n'étaient pas là, voilà, le premier article, l'inotersène, qui est un oligonucléotide antisens, donc qui a pour but de se fixer sur l'ARN messager de la transthyrétine et d'éviter la production de la protéine. Donc évidemment, ça touche à la fois la protéine mutée et la protéine non mutée.
Le design de l'étude, de cette étude neuro-TTR, les patients étaient randomisés donc en 2 groupes avec un ratio 2:1, donc plus de patients dans le groupe inotersen, 172 patients en total sur 15 mois de traitement. Puis les gens qui sont allés au bout de l'étude sont actuellement en étude ouverte sur 5 ans pour étudier l'efficacité, mais aussi la tolérance à plus long terme du traitement. L'inotersen, c'est un traitement qui s'administre par voie sous-cutanée. Voilà. Donc les critères primaires de jugement, c'était 2 scores. Il y avait le score NIS plus 7, un petit peu modifié par Ionis, et puis un questionnaire de qualité de vie, un Norfolk. Et juste ici, les caractéristiques de la population. Donc il y avait à peu près autant de patients porteurs de la mutation la plus fréquente, la Val30Met, que de patients porteurs d'une autre mutation. En tout, 26 mutations dans l'étude. Et si je l'ai mise ici, c'est parce qu'on voit quand même qu'il y a plus, dans cette étude à peu près le double de patients qui avaient une atteinte plutôt modérée, un stade 1, qui marchait sans aide technique. Donc le premier résultat de cette étude, c'était déjà de prouver que le traitement réduisait le taux sérique de TTR, ce qui est le cas. Dès la baseline AM18, on a une réduction de 70% et ça se maintient tout au long de l'étude. Si on regarde maintenant l'efficacité, donc sur les critères primaires, on voit au moins une stabilisation du score NIS plus 7, mais également du questionnaire de la Norfolk, donc une amélioration significative des symptômes et de la qualité de vie avec ce traitement, et un traitement globalement plutôt bien toléré, mais 2 effets secondaires sévères quand même qui ont été rapportés, en tout cas qui nécessitent une surveillance rapprochée, c'est la thrombopénie et l'atteinte rénale. Donc juste un petit focus sur la thrombopénie, à peu près la moitié des patients avaient une thrombopénie, alors thrombopénie en dessous de 140 000, avec un nadir entre 3 et 6 mois après le début du traitement, et puis quand même 3 patients traités par inotersen avaient un taux de plaquettes inférieur à 25 000. 2 patients sont normalisés après l'arrêt du traitement et mise en place d'une corticothérapie, et un patient a une hémorragie intracérébrale et en est décédé. D'où la nécessité de surveiller l'hémogramme et les plaquettes tous les 15 jours. La deuxième étude, alors un petit clin d'œil à David, sur les RNA interférents, donc l'étude Apollo. Donc les RNA interférents, c'est on administre un RNA qui va activer un complexe qu'on appelle le complexe risque, et l'intérêt de ce complexe, c'est qu'il va fixer les RNA qu'on a mis à l'ARN messager de la protéine pour la détruire, éviter la production de la protéine. Donc le design de l'étude ressemble finalement au design de l'étude précédente, avec une randomisation en 2:1. Là, le patisiran est administré par voie intraveineuse toutes les 3 semaines. Et le critère principal de jugement, c'était la modification du score NIS plus 7. Et tous les patients qui ont complété l'étude étaient aussi intégrés dans une étude en ouvert d'extension. Donc on voit la répartition géographique des patients inclus avec une bonne représentation française, 16%. Et puis vous voyez en tout 225 patients, 77 dans le groupe placebo, 148 dans le groupe patisiran. Et on voit que 93% des patients sont allés au bout de l'étude dans le groupe patisiran contre seulement 71% dans le groupe placebo, ce qui est déjà en soi un premier résultat. Et si on regarde les caractéristiques démographiques, je l'ai mis pour comparer par rapport à l'autre étude, parce que finalement, on a à peu près autant de patients qui étaient sans aide technique à la marche que de patients avec une aide technique, dont des stades 1, des stades 2. Donc un peu plus de cas sévères, en tout cas, dans cette étude. Premier résultat, là encore, c'était de montrer qu'il y avait bien une réduction du taux sérique de transthyrétine, ce qui est le cas, entre la baseline et M18, et assez rapidement, moins 80% environ. Et si on regarde l'efficacité sur le critère primaire, qui était donc le score NIS plus 7, bien, on a au moins une stabilisation de ce score-là, voire même une tendance à l'amélioration. Et puis sur le score de qualité de vie, qui était un critère secondaire dans cette étude, également une amélioration. Et quand on regarde de plus près, il y avait à peu près 50% des patients qui non seulement avaient stabilisé leur maladie, mais même s'étaient améliorés à la fois sur le plan des symptômes, des signes cliniques et de la qualité de vie. Tous les autres critères secondaires étudiés étaient également améliorés à 18 mois, le score RODS, le test de marche, l'index de masse corporelle et puis un score de dysautonomie. La tolérance était bonne pendant toute la durée du traitement, très peu d'effets secondaires. Les effets secondaires les plus fréquents, c'est l'œdème périphérique et les réactions locales liées à la perfusion. En tout, il y avait 13 décès dans l'étude Apollo, mais autant dans les 2 groupes, et aucun en tout cas lié au traitement. Tous les décès étaient liés à l'histoire naturelle de la maladie. Donc cela aboutit à l'obtention de l'AMM pour les 2 traitements, l'inotersen et le patisiran en 2018. L'inotersen qui doit être encore prescrit, je crois, en ATU, le patisiran en ATU, c'est terminé. On est en cours d'évaluation des critères SMR et ASMR.
avec des modalités en fait, de bon usage. Donc vous voyez ici l'inotersen versus patisiran, donc en injection sous-cutanée pour l'oligonucléotide, en perfusion IV pour le siRNA, la nécessité d'une prémédication pour le patisiran, ce qui n'est pas le cas pour l'inotersen, mais en tout cas la nécessité d'une surveillance très rapprochée des plaquettes et de la fonction rénale pour l'inotersen. Maintenant, concernant la maladie de Charcot-Marie-Tooth, donc l'étude Pleo-CMT, évidemment, je ne vais pas aller dans le détail puisque Sharam l'a très bien fait hier de façon détaillée, mais juste pour vous dire que donc, Farnext a annoncé des résultats positifs pour l'essai pivot sur la réduction du score ONLS. Donc c'est la première fois qu'effectivement une étude montre une amélioration d'un score clinique dans les CMT, mais je vous renvoie vers Sharam. T'es pas mal là-dessus, Sharam, quand même, j'ai choisi la plus belle. Et juste pour terminer, il n'y aurait pas d'études cliniques sans recherche préclinique, et donc je souhaitais quand même vous en parler un petit peu. Ça va aussi rejoindre ce qui a été dit hier, notamment par Nicolas Tricot, dans les CMT1A et des modèles murins de PMP22, avec l'utilisation d'oligonucléotides antisens. Une étude qui est intéressante sur ces modèles murins, donc qui mettent en évidence, quand on utilise un oligonucléotide antisens, une nette diminution de l'ARN messager de PMP22, donc ça marche en injection sous-cutanée chez les souris. Et puis, une amélioration des performances motrices à 9 semaines chez les souris traitées par 100 mg par kilo, avec une amélioration également des paramètres électrophysiologiques. Alors, les vitesses de conduction motrice se normalisent quasiment, par contre pas les amplitudes, et ça rejoint ce que disait Nicolas aussi sur son modèle de rat. On n'améliore pas vraiment les amplitudes, mais en tout cas les vitesses s'améliorent. Et sur le plan neuropathologique, il y a également une remyélinisation qui est confirmée, à la fois avec une augmentation du pourcentage de fibres myélinisées, une diminution des bulbes d'oignon. Donc des perspectives plutôt intéressantes pour l'avenir également sur ces formes de CMT. Et je terminerai avec cette étude sur l'âge d'Axis. Alors, l'âge d'Axis, c'est une déacétylase. Donc pour faire simple, quand on veut que le transport axonal se fasse correctement le long des microtubules, il faut que les microtubules soient acétylés. S'il n'y a plus d'acétylation, il n'y a plus de transport axonal. Cette équipe-là avait déjà montré dans un modèle de souris HSPB1 qu'en cas de déacétylation des microtubules, il y avait un défaut de transport mitochondrial et que si on inhibait les déacétylases, on augmentait l'acétylation et donc le transport axonal. Et finalement, la symptomatologie clinique des souris, ça a été montré en 2011, et ils ont refait la même étude sur un modèle de souris GARS, où ils ont montré qu'effectivement, il y avait bien une déacétylation chez les souris mutées. Et on voit aussi le retentissement sur le transport axonal. Donc c'est un transport axonal mitochondrial. Vous voyez ici ce qu'on appelle un chymogramme. Quand on a des petits traits en oblique, c'est que les mitochondries sont mobiles. Quand il n'y a plus de traits, c'est que les mitochondries ne bougent plus. Et donc vous voyez sur le deuxième petit schéma, là, chez les souris mutées, il n'y a plus du tout de mobilité mitochondriale. Par contre, quand on les traite avec de la tubastatine, qui est un inhibiteur de la déacétylase, de l'âge d'Axis, à nouveau, les mitochondries rebougent, et donc vous voyez sur l'histogramme, c'est représenté, c'est exactement la même chose, mais on voit que c'est plutôt même une amélioration du transport rétrograde. Et ce qu'ils ont montré, c'est que lorsqu'on traite ces souris avec la tubastatine, on améliorait également les performances cliniques sur les tests habituels, le GRIPS test et puis le Rotarod, mais également les paramètres électrophysiologiques avec une normalisation, enfin en tout cas une amélioration des amplitudes des potentiels moteurs et sensitifs chez ces souris. Ce qui ouvre évidemment des perspectives intéressantes chez l'homme parce que HDAXI, c'est déjà une cible thérapeutique dans des études de phase 3 en cancérologie, et donc assez rapidement probablement on pourra passer, si cela est confirmé, en tout cas, sur des études chez l'homme. Donc en conclusion, concernant les neuropathies dysimmunitaires en 2018, eh bien, on voit bien tout l'intérêt d'approfondir des études sur certaines molécules qui pourraient avoir un certain intérêt, notamment l'éculizumab, mais en prenant toujours évidemment en compte le coût que peuvent avoir ces traitements innovants. Optimiser l'administration des immunoglobulines, et on a vu toute la place des immunoglobulines sous-cutanées à l'avenir dans les traitements de nos PIDC. Poursuivre les traitements immunosuppresseurs dans les PIDC, on voit bien que c'est un peu l'avenir et qu'il faut s'efforcer en tout cas de faire des études sur les immunosuppresseurs. Et puis concernant les neuropathies héréditaires, à l'aube de 2020, on entre dans une nouvelle décennie qui est la décennie de la thérapie génique et puis des ARN interférents, avec aussi le développement en parallèle d'autres thérapeutiques innovantes prometteuses, et on l'a vu notamment pour HDAXIS. Et donc des perspectives plutôt joyeuses, je pense, pour les 10 ans à venir sur nos neuropathies héréditaires qu'on ne traitait pas il y a encore très très peu de temps. Je vous remercie.